Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue au Forum Radio J, dont vous êtes l'invité Patrick Mignola. Bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Après l'humiliation subie par Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, comment envisager la suite ? L'Europe peut-elle tenir tête à Trump et quid de la voix de la France ? De l'Ukraine au Proche-Orient, les premières initiatives du président américain rendent-elles le monde plus sûr ou moins sûr? Et puis aussi, qu'attendre dans ce contexte de crise internationale de la déclaration sur la situation en Ukraine et sur la sécurité en Europe qui a lieu demain à l'Assemblée nationale? Je rappelle que vous êtes ministre des Relations avec le Parlement. Mais pour commencer, Patrick Mignola, est-ce que du point de vue français, le dialogue est définitivement rompu entre l'Ukraine et les États-Unis ? Non, absolument pas. Et c'est tout le travail du gouvernement français. Ça commence aujourd'hui à Londres, donc au du côté président français, du Premier ministre, du président français et du gouvernement français, à travers son ministre des Affaires étrangères, jeudi prochain à Bruxelles, de faire en sorte que ce dialogue ne se coupe pas définitivement et qu'au contraire, on continue par toutes les voies diplomatiques les efforts nécessaires pour que le président des États-Unis et le président ukrainien reprennent la discussion là où ils l'ont malheureusement arrêté. Le président de la République a dit une chose juste. Il a dit il est minuit moins quart. Dans la presse dominicale. Minuit moins quart, vous savez, ça correspond à une image. Il dit il est minuit moins le quart, mais on a encore la main. Oui. Et d'ailleurs, la deuxième partie de la phrase est aussi importante que la première. Ouais. Minuit moins quart, c'est la référence à ce que l'université de Chicago, en 1947, avait appelé l'horloge de l'apocalypse. Et il ne nous reste plus qu'un quart d'heure pour que l'Europe organise sa sécurité, pour qu'elle prenne en compte sans angélisme ce qu'est le nouvel ordre du monde, et que nous faisions en sorte que les intérêts et la sécurité des Français soient protégés. Au fond, on doit faire en un quart d'heure ce qu'on aurait pu faire depuis 7 ans. Donc ça veut dire qu'on a tourné le dos aux États-Unis, hein ? Absolument pas. Je ne le crois pas du tout. Je pense que ça fait quelques années qu'on n'a pas pris le temps, hormis le président de la République. Donc vous dites depuis 7 ans, depuis 7 ans, ça veut dire depuis 7 ans, Macron est au pouvoir. Au fond, depuis que le président de la République est arrivé aux responsabilités, depuis qu'il a fait le discours de la Sorbonne sur l'avenir de l'Union européenne, sur la nécessité de mieux organiser son unité, de lui donner de la puissance économique et sociale, de la faire avancer sur les grands défis, notamment écologiques et de sécurité et de souveraineté, qu'on nous regardait parfois avec ennui, parfois avec ironie. Le temps de l'ironie sur la souveraineté européenne est passé. J'ai bien pris en compte qu'un certain nombre de gens pouvaient imaginer que ça faisait partie des obsessions idéologiques du président de la République que de penser qu'il nous fallait une Europe forte et souveraine et une Europe qui prenne toutes ses responsabilités comme pilier à part entière de l'OTAN pour assurer sa propre sécurité et qu'à l'époque, d'aucuns avaient détourné le regard, avaient expliqué que tout ça n'était pas l'urgence du moment. Nous y sommes. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? Pas autre chose que ce qu'avait commencé déjà depuis Obama. Donc, depuis l'administration Obama, l'administration Biden, l'administration Trump est toujours traversée par la tentation isolationniste des États-Unis. Obama, on précise les choses pour nos auditeurs, Obama c'était l'épisode de 2012. En Syrie, Obama refusait la demande de François Hollande d'attaquer la Syrie. Oui, de participer à la coalition à l'époque, sous l'administration Biden. C'est le départ des troupes américaines précipitées de l'Afghanistan. Et sous l'administration Trump, au fond, c'est ce sentiment que désormais, le centre du monde n'est plus au milieu de l'Atlantique, mais qu'il est quelque part au milieu du Pacifique, entre les États-Unis et la Chine. Alors, quand même une chose, vous dites, en gros, Macron avait raison dès 2017. Oui, je le crois. Ouais, alors, mais justement, l'humiliation subie par Zelensky à la Maison-Blanche, est-ce que c'est pas aussi une humiliation pour Emmanuel Macron qui, lundi dernier, il y a 6 jours, en quittant Washington après sa rencontre avec Trump, pensait que tout allait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes? Vous faites absolument votre travail d'excellent journaliste, Frédéric Aziza, en essayant de trouver des interprétations à court terme et au jour le jour. Non, mais on voit ce qui s'est passé il y a 8 jours. En vous exprimant sur les bons points ou les nouveaux points, en matière diplomatique, il n'y a pas d'humiliation, il doit y avoir une vision. La vision, c'est que les États-Unis considèrent désormais que le dialogue mondial doit s'opérer entre eux
et la Chine. Nous considérons que le monde est multipolaire et que l'Europe, à la fois parce qu'on a la responsabilité de la sécurité de sa population et de la population française singulièrement, et que le monde doit être organisé de façon multipolaire, l'Europe a son mot à dire dans le concert des nations. Alors l'Europe a son mot à dire, on va reparler de la réunion d'aujourd'hui à Londres et surtout du Conseil européen de jeudi. Mais d'abord, Donald Trump qui défend l'Amérique, est-ce qu'il est devenu l'homme de Moscou, l'homme de Poutine ou le complice de Poutine? Mais il est juste un Américain. C'est-à-dire American First. Un Américain, first. Au fond, l'Amérique du 19e siècle, jusque la Première Guerre mondiale, mais avec des tentations qui traversaient l'Amérique jusque dans les années 20. Puis l'Amérique du début de la Seconde Guerre mondiale. Puis l'Amérique, depuis le milieu des années 2010, c'est toujours cette tentation isolationniste qui la guette. Et face à cette tentation isolationniste, l'effort des Européens doit être de nourrir, de travailler la relation transatlantique, de rappeler à tout moment que l'intérêt de l'Amérique sur le plan géopolitique, mais aussi sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan commercial, est de poursuivre une relation privilégiée avec l'Europe. Et c'est évidemment de ne pas détourner le regard sur ce qui peut se passer en Ukraine. Parce que quel message serait envoyé à la Chine ? Si tel est le dialogue que un certain nombre de gens aux États-Unis veulent privilégier, quel serait le message envoyé à la Chine? Si au fond, on peut laisser un agresseur envahir un pays agressé, capter un certain nombre de ses territoires. Au fond, ce serait presque Taïwan, une autorisation qui serait donnée à la Chine pour Taïwan et sur toute la sphère d'influence de l'Indo-Pacifique. Et donc, ça irait totalement à l'encontre des États-Unis. Ça veut dire que c'est le message que Emmanuel Macron a passé à Donald Trump ? C'est le message qu'à tout moment, les Européens doivent répéter aussi souvent que c'est nécessaire. Et donc, en matière diplomatique, on ne parle jamais de victoire totale ou de défaite totale, d'humiliation ou de raison, d'orgueil ou de prétention. On est là pour défendre des intérêts, et en l'occurrence, c'est l'intérêt du peuple européen, l'intérêt du peuple français, c'est que de faire en sorte, même quand c'est difficile, que la relation transatlantique demeure, et c'est de veiller à ce que désormais, l'Europe se donne les moyens de son modèle de valeur. Alors, que l'Europe se donne les moyens de son modèle de valeur, mais aussi, ça tourne aussi autour de la politique de défense. Une politique européenne de défense qui est annoncée depuis des années, sinon des décennies. Est-ce que c'est le moment ou jamais, Patrick Mignola? En tout cas, comment envisager, que ce soit en matière de budget ou de dissuasion nucléaire, puisque le dossier a été évoqué par Emmanuel Macron, la France est-elle prête à européaniser sa force de défense nucléaire? Et on parlera du budget, bien entendu, aussi. Alors, il y a beaucoup de questions dans la question. La première chose, c'est la France ne peut pas être le pays de l'Union européenne qui fait seuls les efforts en matière de défense. Nous consacrons 2% du PIB à nos dépenses militaires. Ça n'est pas le cas d'un certain nombre d'autres pays, et je note avec satisfaction l'évolution du discours du nouveau chancelier allemand sur le fait que l'Allemagne pourra faire des efforts. Premier élément. Deuxième élément, l'Europe ne peut pas considérer les dépenses militaires comme n'importe quelle dépense budgétaire. Et quand on fait l'évaluation des critères du 3% de déficit public, nous plaidons, François Bayrou le fait depuis de longues années, nous plaidons pour que les dépenses militaires ne soient pas intégrées dans l'évaluation budgétaire qui permet de calculer les 3%. Alors on reste quelques instants là-dessus, donc que les dépenses militaires ne soient pas intégrées dans le calcul du déficit budgétaire. Donc est-ce que ça veut dire qu'on va très vite parler de ce dossier au niveau européen? Est-ce que c'est, par exemple, est-ce que ça va être à l'ordre du jour du Conseil européen de jeudi? Est-ce que Emmanuel Macron compte mettre ça à l'ordre du jour du Conseil européen de jeudi? Et puis, quel calendrier? Moi, je crois et j'espère que dès aujourd'hui, à Londres, que dès jeudi, à Bruxelles, la France pourra reprendre le chemin de la persuasion vis-à-vis de ses partenaires européens, à la fois sur cette règle budgétaire qui voudrait que, sur la base d'emprunts à moyen et long terme, nous puissions nous doter d'une véritable politique de sécurité européenne. C'est quoi l'ordre d'idée de l'emprunt? C'est 50, 100 milliards? Aujourd'hui, il faut probablement plusieurs centaines de milliards. C'est exactement ce qu'a rappelé le président de la République ce matin encore dans la presse dominicale. C'est plusieurs centaines de milliards pour se doter d'une base industrielle et
technologique militaire. Elle existe déjà en partie et il s'agit de l'intégrer à l'échelon européen, que nous poussions nos dépenses militaires plutôt autour de 3,5% donc, plutôt que 2%, mais cette fois à l'échelon plutôt que des 5% européen. Demandés par les États-Unis. Oui, les États-Unis ont donné le chiffre de 5%. On pense qu'à 3,5%, on est en capacité d'assumer totalement nos responsabilités en tant que pilier européen de l'OTAN. Nous avons à travailler aussi avec la Banque Centrale Européenne, pour que la Banque Centrale Européenne, à la différence de la Banque Centrale Américaine, la Fed, vous savez, en Europe, la BCE n'a comme seul objectif que l'équilibre monétaire. La Fed aux États-Unis a aussi la responsabilité, dans ses statuts, la responsabilité de veiller à ce que l'économie, l'emploi et la souveraineté des États-Unis soient respectés. Il faut donc que la Banque Centrale Européenne nous accompagne dans cette capacité à lever les centaines de milliards nécessaires pour que nous dotions l'Europe d'un véritable bouclier de défense. Alors, attendez, et puis il y a enfin les avoirs russes. Vous savez que l'Europe a gelé, dans le cadre des sanctions vis-à-vis de la Russie, un certain nombre d'avoirs, et les discussions qui ont lieu à l'ordre du jour cet après-midi à Londres, ce sont des discussions sur l'utilisation de l'argent qui a été produit par le gel de ces avoirs russes. Donc il pourrait être utilisé pour l'effort de guerre en Ukraine ? Et on pourrait immédiatement l'utiliser pour permettre, non seulement en Ukraine, mais pour organiser le bouclier de défense européen, on pourrait disposer de fonds supplémentaires. Ça représente combien de milliards ? Aujourd'hui, l'évaluation est environ à 5 milliards, mais ce sont 200 milliards d'euros. 200 milliards d'euros d'avoirs qui ont été gelés. Alors, sur le calendrier, en ce qui concerne le budget de la défense qui ne serait plus intégré dans les 3%. Ça peut se faire quand ? Donc vous dites ça va sans doute être évoqué jeudi au Conseil européen de Bruxelles, mais avec quel calendrier ? Est-ce qu'il y aurait il peut y avoir un effet immédiat ? La volonté du président de la République, il l'a redit encore hier soir, c'est d'aller le plus vite possible, mais vous savez bien qu'en matière diplomatique, fixer des calendriers avant que les discussions n'aient lieu, c'est jamais de bonne mesure. Mais ça, c'est un objectif de la France. Hein. Bien sûr, mais extraire le budget de la défense, les dépenses militaires du déficit. C'est un objectif que le président de la République a répété à maintes reprises, et je crois que cette fois, les esprits sont prêts, parce que chacun a compris que le temps de l'angélisme, de l'ironie, de la croyance au fond que la guerre n'appartenait plus qu'au passé, ce sont des croyances qui sont désormais révolues. On va vous dire que cet objectif d'extraire le budget de la défense du déficit, c'est un coup de baguette magique. D'un seul coup, on passerait de 5,4% de déficit aux environs de 3%. Non, c'est exactement un acte de responsabilité politique. Mmh. Qu'est-ce qu'on a fait en européen au moment du Covid ? On a lancé un grand emprunt pour permettre de soutenir l'économie européenne, pour permettre de soutenir tous les salariés qui devaient rester chez eux, pour lancer un grand plan de relance de l'économie dans tous les pays d'Europe. Au fond, à quoi sert une politique économique et budgétaire d'un État ? Il sert à faire en sorte que l'économie, la productivité, l'industrialisation des pays se poursuivent pour que nous ayons les moyens, en cas de coup dur, de faire appel à l'emprunt. J'allais dire, il y a le mauvais emprunt, celui qui est là pour financer des dépenses courantes. Et il y a le bon emprunt, c'est celui qui est là pour protéger les Françaises et les Français, les Européennes et les Européens. Ça veut dire que ça va être annoncé très vite. Emmanuel Macron va proposer en français un emprunt pour assurer les dépenses militaires. Ça fait 7 ans qu'Emmanuel Macron propose que l'Union européenne, à travers la Banque Centrale Européenne, soit en capacité de lever suffisamment de dettes pour que cette dette soit consacrée non pas au financement de dépenses courantes, ça c'est la responsabilité des États, mais à faire en sorte que demain, l'Europe dispose d'un bouclier de défense pour protéger ses populations. Alors, que faut-il attendre dans ce contexte de la déclaration du gouvernement sur la situation en Ukraine et la sécurité en Europe qui a lieu demain par la voix de François Bayrou à l'Assemblée ? Il est fondamental que chaque famille politique représentée à l'Assemblée nationale, puis au Sénat mardi,
puisse se prononcer. D'abord, vous le savez, un certain nombre de familles politiques... Mais sur quel point en particulier D'abord, c'est réaffirmer un soutien à l'Ukraine. C'est réaffirmer que dans cette guerre, il y a bien un agresseur et un agressé. C'est réaffirmer que, parce qu'il en va de la sécurité du continent européen, l'Europe soit associée aux pourparlers de paix qui, j'espère, viendront le moment venu, et que si demain il doit y avoir un accord de cessez-le-feu, s'il doit y avoir un accord de paix, les conditions de sécurité du territoire ukrainien soient assurées dans la durée. Et que donc ce conflit a commencé... Par des troupes des pays européens ? Ça peut être le cas, mais je voudrais qu'on se rappelle l'origine du conflit. En 2013, la Russie était déjà intervenue et avait capté le sud de l'Ukraine avec la Crimée. Aujourd'hui, la revendication russe, c'est de récupérer un certain nombre de territoires russophones. Quelle que soit la décision qui sera prise autour de la table, il s'agira de la faire respecter pour que les Ukrainiens ne craignent pas à tout moment que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, l'armée russe, à nouveau, mène une guerre d'agression pour continuer de grignoter son territoire. Les Ukrainiens ont, comme le dit Emmanuel Macron, un certain nombre de pays baltes ou de pays d'Europe de l'Est. Ça peut être le cas, évidemment. On sait qu'il y a un certain nombre de mouvements qui avaient été opérés par les troupes russes aussi du côté de la Moldavie. Et on voit bien tout l'enjeu qu'il y a aux frontières de la Roumanie. Il y a évidemment la question des pays baltes. Et il est heureux que l'Union européenne ait fait de Kaja Kallas sa représentante mondiale en matière diplomatique. Au fond, dans un concert international de nations où certains voudraient imposer la loi du plus fort, il s'agit de rester sur des valeurs européennes où nous croyons plus à la loi du plus juste qu'à la loi du plus fort. Mais la loi du plus juste s'impose aussi en acceptant les rapports de force. Alors, on reste sur cette déclaration de François Bayrou devant l'Assemblée. Est-ce qu'il va proposer que les dépenses militaires soient exclues des règles européennes sur les déficits? Il évoquera un certain nombre de choses. Et vous voyez bien que je ne peux pas vous indiquer ce que dira le Premier ministre demain. D'abord, parce que ça ne fait pas partie de mes prérogatives. Et surtout parce qu'il va se passer des choses cet après-midi. Au moment même où nous parlons, les pourparlers ont commencé avec nos partenaires européens. Et par respect pour eux, ce qui sera présenté demain à l'Assemblée nationale, après-demain au Sénat, prendra en compte les avancées diplomatiques pour que les parlementaires en soient pleinement informés, mais surtout les propositions que nous serons amenés à formuler devront prendre en compte avec beaucoup de tact et de nuance ce que nous voulons rétablir dans le dialogue avec les États-Unis et ce que nous voulons pour entraîner avec nous une nouvelle dynamique européenne. Est-ce que cette déclaration du gouvernement sur l'Ukraine et la sécurité en Europe sera soumise demain à un vote à l'Assemblée nationale? Le vote n'a pas été demandé. Il a été évoqué. Dans ce moment particulier où tout bouge jour après jour, et c'est notre devoir de faire bouger les lignes, ce serait probablement difficile de fixer par un vote une position unique et définitive. Donc pas de vote. Je crois que c'est important que toutes les forces politiques puissent se positionner. Vous le savez, des mouvements politiques comme le Rassemblement national ou la France insoumise, depuis le début du conflit en Ukraine, s'était montré, on va le dire en ce terme-là, imprévoyant. C'est-à-dire c'était quelques jours avant l'invasion russe de l'Ukraine, il nous expliquait que jamais les Russes allaient envahir. Et Emmanuel Macron pareil. Et on voit bien... Emmanuel Macron était allé voir à plusieurs reprises. Ouais. Et vous aviez peut-être fait partie de ceux à l'époque qui avaient regardé ça avec une certaine ironie. Emmanuel Macron était allé sur place à Moscou, voir le président Poutine à plusieurs reprises, pour le convaincre de ne pas envahir l'Ukraine. Il y était retourné quelques jours après pour que cette agression cesse. À l'époque, un certain nombre de personnalités politiques françaises avaient fait preuve de légèreté. Aujourd'hui, il faut que chacun prenne la mesure de la gravité de la situation. Quand Marine Le Pen critique l'absence d'une voix forte, celle de la France par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et par rapport aux États-Unis, elle aurait dû regarder ce que le président de la République a fait aux États-Unis. Elle aurait dû observer les efforts et au fond d'ailleurs avec beaucoup d'abnégation parce qu'il n'est pas allé aux États-Unis pour essayer de travailler sa popularité. Quand on est face à Donald Trump et qu'on s'adresse sur Fox News
aux électeurs en particulier qui ont soutenu le président des États-Unis et qui, eux, sont attachés à un certain isolationnisme, on prend évidemment des risques. Mais je crois au contraire que la voix de la France n'a jamais été aussi importante. Aujourd'hui, c'est le Premier ministre britannique et le président de la République française qui parlent avec Donald Trump. Le leader de l'Europe aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Et je crois qu'il est à la fois, parce qu'il avait fait le bon diagnostic il y a 7 ans, à la fois parce qu'il est à la tête de notre pays depuis 7 ans, et parce qu'il est celui qui peut entraîner, qui peut convaincre avec lui les dirigeants européens, il est celui qui peut nous trouver la voie. Le leader de l'Europe ? Trouver la voie. Le leader de l'Europe ? Non, je crois fondamentalement, enfin, moi j'ai voté pour ce président de la République 2 fois et je suis fier de participer à un gouvernement dans lequel il m'a nommé. Donc je ne vais évidemment pas en dire du mal. Je suis persuadé que le leadership d'Emmanuel Macron en Europe n'est pas contesté par aucun de ces pays. Il n'y a que ses opposants politiciens en France qui le contestent. Ça peut lui permettre de retrouver la popularité, une partie de la popularité qu'il a perdue. On fait pas de la diplomatie. C'est d'ailleurs, si vous observez l'histoire, c'est rarement par la diplomatie internationale ou la diplomatie européenne qu'on fonde les popularités nationales. Ça, c'est l'histoire qui juge. Alors, on revient justement sur l'actualité nationale, puisque vous êtes ministre des Relations avec le Parlement, l'actualité parlementaire. La réforme de la loi PLM, Paris-Lyon-Marseille pour les municipales, est-ce qu'elle a une chance d'aboutir ? Les discussions sont en cours. On sent bien que il y a un certain nombre d'élus sortants qui n'ont pas envie de changer le système. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Des élus sortants, il y a 3 villes concernées. Les élus sortants de Paris, de Lyon et de Marseille alors, ont des positions différentes. Moi, j'ai compris que les élus sortants à Marseille étaient plutôt pour, alors que les élus sortants à Paris sont contre. Mais c'est vrai que c'est difficile pour des élus qui ont été élus en vertu d'un certain système électoral de passer à un nouveau. En l'occurrence, la question qui est posée par le gouvernement, elle est légitime. C'est de se dire, à 1 an des élections, est-ce que les habitants de Paris, de Lyon et de Marseille ont le droit de choisir leur maire, comme n'importe quel Français choisit son maire ? Mais la question, est-ce que ça va se faire ? Est-ce que ça peut se faire ? Moi, je crois que ça peut se faire. Et ça sera en débat quand à l'Assemblée ? Je vais vous dire, le texte vient dans la semaine du 17 mars à l'Assemblée. Donc d'ici là, les discussions vont se poursuivre. Moi, je pense que ça va durer quelques heures. Ça peut se faire parce que ça devrait se faire. Tout simplement parce qu'il est très difficile de monter à la tribune de l'Assemblée nationale et de considérer qu'il y a des situations d'exception dans lesquelles on enferme un certain nombre de citoyens. Moi, je ne veux pas que les habitants de Paris, les habitants de Lyon, les habitants de Marseille soient enfermés dans une exception particulière parce qu'ils ont choisi d'habiter quelque part, mais qu'eux n'ont pas le droit de choisir leur maire alors que tous les autres Français peuvent le faire. Ça fait quoi, 43 ans que ça existe ? Oui, ça fait 43 ans. Et tous les 6 ans, c'est pour ça que d'ailleurs, il ne faut pas être très surpris. Beaucoup nous disent, mais au fond, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué, qui n'a pas été expertisé. Mais tout le monde connaît le sujet. Alors, très bien. Ce système électoral par arrondissement qui fait qu'un maire peut être élu en faisant moins de voix que son adversaire, ce système, on le connaît tous les 6 ans. Ça prend quelques heures à l'Assemblée nationale si on veut conduire ce débat de bonne foi, si on peut aller au bout. C'est en tout cas la proposition que fait le gouvernement. Est-ce que vous pourrez aller au bout aussi de la réforme de la proportionnelle aux législatives ? Là aussi, les consultations sont en cours. Alors, il y a moins d'enjeux de calendrier, en fait, sur ce sujet, puisque on travaille dessus en vue de prochaines législatives. S'il y a une dissolution... Le Premier ministre a indiqué que une meilleure proportionnalité de la représentation à l'Assemblée nationale serait nécessaire, parce que tout le monde voit bien qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on ne peut pas travailler dans de bonnes conditions. En fait, on a un scrutin majoritaire qui est par nature même un scrutin de conflit entre les uns et les autres, et quand ensuite on n'a pas de majorité à l'Assemblée, le conflit se poursuit, au lieu de trouver des compromis. Mais la question c'était, vous y croyez ou pas ? Oui, je crois absolument qu'il faut le faire, que les Français l'attendent. Non, mais est-ce que ça va se faire ou pas ? Oui, je le crois. D'accord. Mais parce que d'abord les Français l'attendent, et ensuite parce qu'on a besoin dans notre pays de passer d'une culture du conflit à une culture du compromis. Vous voyez, pour faire voter un budget à la France, pour retrouver de la stabilité politique, nous avons bâti des compromis, et sans peur de discuter avec des personnes qui sont en opposition avec le gouvernement. La proportionnelle, c'est la clé pour aller vers une culture du compromis. Autre dossier parlementaire, c'est le journal du dimanche qui annonce aujourd'hui que le projet de loi sur les soins palliatifs et celui sur la fin de vie sont ajournés et reportés au calendrier grec. C'est vrai ou pas ?
Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement. Non, c'est pas vrai. Il arrive que la presse dise quelque chose de pas vrai. S'agissant du non, mais dossier... qu'est-ce qui n'est pas vrai, précisément? Ah, mais les deux textes sur la fin de vie, donc un texte sur les soins palliatifs et un texte sur l'aide active à mourir, sont programmés dans la semaine du 19 mai à l'Assemblée nationale. Il y a 2 semaines gouvernementales qui sont réservées à ces 2 textes. Pourquoi a-t-on voulu faire 2 textes? C'est parce que le sujet des soins palliatifs a organisé sur l'ensemble du territoire français et que le sujet de l'aide active à mourir sont évidemment des textes qui sont liés, mais qui ne sont pas dépendants l'un de l'autre. Nous allons organiser une discussion commune à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Mais évidemment que ça aura lieu. Et vous pensez que les 2 textes pourront passer? Absolument. En dépit des réserves d'un certain nombre de gens, et on a compris peut-être que François Bayrou est réservé sur le texte concernant la fin de vie. Sur des textes qui mettent en jeu les consciences, qui sont des problèmes de société lourds. Et en l'occurrence, on parle des dernières heures ou des dernières semaines de la vie. Évidemment que ce n'est pas les partis politiques qui vont décider. Mais le débat aura lieu et il y aura une discussion commune pour que le même jour soit voté à la fois le texte sur les soins palliatifs et le texte sur l'aide active à mourir. Autre débat politique, même éventuellement débat parlementaire, consécutif au conclave sur les retraites. François Bayrou a évoqué un référendum sur les retraites. Avec quelles questions? Et puis est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Ça fait très longtemps que François Bayrou défend l'idée qu'on puisse faire appel aux Français sur un sujet aussi sensible et qui les concerne à ce point qu'est celui des retraites. Donc vous dites qu'il y aura un référendum sur les retraites? Nous avons voulu remettre les partenaires sociaux au centre de la réflexion. D'abord parce qu'ils portent chacun, et c'est le message qu'ils ont fait passer principalement quand ils ont rencontré le Premier ministre à Matignon dans les tout premiers jours après sa nomination, ils portent un certain nombre de réflexions et de propositions à la fois sur le financement des retraites et à la fois sur leur organisation pour réformer la réforme. Nous avons dit que nous étions prêts à réformer la réforme. Nous avons dit qu'il n'y avait aucun tabou, et y compris celui de l'âge, que les sujets de pénibilité, que le sujet de l'emploi des seniors devaient être posés. Nous faisons confiance aux partenaires sociaux pour qu'ils sortent un texte. Et le moment venu, peut-être que ce texte, si les partenaires sociaux trouvent de véritables avancées, de nouveaux progrès sociaux qui peuvent être effectués, qu'on peut demain mieux assurer l'équilibre du financement des retraites, peut-être que ce texte, voté en même terme par l'Assemblée et par le Sénat, pourrait être soumis aux Français. De nouveaux progrès sociaux, est-ce que ça veut dire d'autres moyens de gouverner le système des retraites? Je le crois. Vous savez, moi, je suis très prudent parce que je veux en aucune manière empiéter sur les discussions des partenaires sociaux. Mais il y a un très bon exemple en France, qui est la gestion d'Agirc Arrco, donc la retraite complémentaire. Elle a été confiée aux partenaires sociaux. Et même si je suis un grand défenseur de la vie parlementaire, imaginez qu'on peut faire évoluer le système des retraites, alors qu'il dépend de la démographie, il dépend du financement, il dépend du taux d'emploi, il dépend des niveaux de productivité. Imaginez que ça doit se faire tous les 2 ou 3 ans dans le feu de l'Assemblée nationale et du Sénat. Moi, je crois que c'est plus intéressant de le faire comme les retraites complémentaires, en le confiant aux partenaires sociaux, et le cas échéant, demander l'arbitrage de la représentation nationale. Que vous inspire la décision du tribunal administratif de suspendre les travaux de l'autoroute A69 ? J'ai été étonné que le tribunal administratif déborde de son rôle, parce qu'un tribunal administratif doit juger en procédure et en droit. C'est du militantisme. Et il a fait une réflexion de fond, c'est-à-dire que il a jugé, il a écrit en tout cas dans son délibéré, que le bien fondé pour les populations n'était pas nécessairement prouvé. Moi, je veux rappeler une règle simple. Il y a la séparation des pouvoirs dans notre pays, et la justice doit rester une autorité, ne doit pas se vivre comme un pouvoir. Parce que c'est quoi la différence entre une autorité judiciaire et un pouvoir judiciaire ? C'est quand on exerce un pouvoir, ça entraîne aussi une responsabilité personnelle sur les décisions. Il n'y a jamais, à aucun moment, même quand parfois il y a pu y avoir des choses choquantes dans l'opinion publique, quand un juge d'application des peines relâche quelqu'un et qui commet un acte délictueux, immédiatement le lendemain, on n'engage pas sa responsabilité. Moi, je veux rappeler, sur la 69, comme sur un certain nombre d'autres cas, que la justice doit juger en droit, elle doit juger sur la base des procédures, elle ne doit pas juger sur le fond,
au détriment de ce qu'a pensé la population, et telle qu'elle l'a exprimé dans les enquêtes publiques, et telle que l'ont pensé les élus, unanimes, pour que demain, on améliore l'aménagement du territoire. Donc, qu'est-ce qui va se si passer demain, ce sont les tribunaux administratifs qui annulent les possibilités d'aménagement du territoire en France, je pense qu'on va se confronter à de graves difficultés. Il y a un appel qui a été lancé par le gouvernement. Est-ce que vous considérez que vous allez avoir gain de cause ? Oui, mais de toute façon, le gouvernement respecte la séparation des pouvoirs et l'état de droit, et en l'occurrence, il est fondé sur la base d'une décision qui avait fait l'unanimité des élus et qui avait trouvé de très larges soutiens dans la population. Il est fondé à faire appel de cette décision pour que ce projet aille au bout. Mais et vous attendez la décision quand ? On appelle ça peut prendre longtemps. Il peut y avoir quelques semaines, et si on va au Conseil d'État, c'est une année. Ouais. Mais on se trouverait donc dans une situation assez originale où une déclaration d'utilité publique, une déclaration d'utilité publique qui est extrêmement lourde et qui avait fait déjà l'objet de contentieux, en fait, pourrait être cassée simplement parce qu'il y a une appréciation, je le répète, sur le fond, et pas en droit d'un tribunal administratif. Alors, dans l'actualité, il y a aussi le dossier franco. On parle beaucoup du dossier franco-algérien. Bruno Retailleau considère qu'aucun pays n'a de droit de tirage pour humilier la France. Comment éviter une nouvelle humiliation de la France ? Par la manière forte, ou par la manière douce vis-à-vis de l'Algérie ? C'est la méthode Retailleau ou la méthode plus diplomatique de Barrot qui doit être appliquée ? Il faut que dans le cadre de la relation franco-algérienne, on arrive à se tourner vers l'avenir. Il y a tant et tant à faire, et je le dis en particulier en pensant à nos compatriotes français d'origine algérienne. En l'occurrence, on n'a pas un problème avec... Il n'y a pas de divorce définitif entre la France et l'Algérien. C'est le gouvernement algérien qui veut créer artificiellement un problème avec le gouvernement français. Et est-ce qu'on peut en sortir ? Mais bien sûr qu'il faut en sortir, parce que le Premier ministre, au fond, a emprunté la voie de la fermeté et de la bienveillance avec l'Algérie. Il a donné 6 semaines. Bienveillance toujours, mais en se donnant au fond un calendrier qui est à la fois respectueux de nos partenaires, mais qui met aussi une borne dans le temps. Il nous donne la possibilité de dire au gouvernement algérien cessez de faire de la France artificiellement le bouc émissaire des difficultés qui peuvent être rencontrées par votre pays. Nous voulons travailler avec vous. François Bayrou s'est donné 6 semaines. Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas ? Je ne suis pas d'accord avec. Mais si on s'est donné 6 semaines, c'est pour réussir en 6 semaines à avoir une relation franco-algérienne. Avec notamment ce qui pose beaucoup de problèmes, c'est le problème des OQTF et le cas Boualem Sansal. Hein. Mais comprenez aujourd'hui la position du gouvernement français. On a un écrivain franco-algérien qui est détenu arbitrairement dans les geôles algériennes. Et on a un certain nombre de ressortissants algériens qui doivent être expulsés et que l'Algérie n'accepte pas de reprendre. Ouais. Il est évidemment inacceptable de se trouver dans des positions comme celle-là, parce que les Françaises et les Français ne les comprennent pas. Mais qu'est-ce qui se joue ? Au fond, il y a plein de difficultés qui taraudent la société algérienne aujourd'hui. C'est peut-être plus facile pour le gouvernement algérien de considérer que la France fait un parfait bouc émissaire eu égard à l'histoire complexe qu'a liée nos deux pays. Nous disons aujourd'hui notre volonté de travailler avec l'Algérie et de bâtir plutôt un contrat d'avenir qu'une politique de rétroviseur. Deux questions liées à l'Algérie. Dominique de Villepin a refusé, c'était le 23 février, de dire que l'Algérie était une dictature. De quoi Villepin est-il le nom ? Quel est le jeu de Dominique de Villepin ? Quel jeu joue-t-il ? Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'a fait Dominique de Villepin dans sa carrière. Il y a 25 ans, mais aujourd'hui. Je l'ai déjà trouvé mieux inspiré dans ses déclarations. Jean-Michel Apathy, qui a affirmé sur RTL que les nazis, je cite ce qu'il a dit, se sont comportés comme les Français en Algérie. Des propos à l'origine d'une polémique, est-ce que ça vous inspire ? Je ne comprends pas ce qu'il a dit. Ouais. C'est à la fois faux sur le plan historique et c'est choquant pour toutes les familles françaises dont je fais partie qui ont eu à souffrir du nazisme. On ne peut pas comparer les exactions des divisions Das Reich
avec ce qui s'est passé lors de la guerre d'Algérie. Autre sujet d'actualité, ça vous concerne quelque part, puisque ça concerne François Bayrou, l'affaire Betaram. Que voyez-vous derrière cette affaire ? Une vraie affaire ou une manipulation de la part de LFI et de Mediapart visant François Bayrou ? Certains ont parlé d'une nouvelle affaire Baudis. D'abord, je vois des victimes. Oui. Parce qu'on pense jamais à elles, et on voit bien l'exploitation politicienne que d'aucuns voudraient faire de cette affaire. Il y a au fond une chronologie qui est assez simple. Il y avait un cas de violence physique qui avait été identifié lorsque François Bayrou était ministre de l'Éducation. Il y a des cas de violence sexuelle qui, à partir de 1998, avaient été identifiés. François Bayrou n'était plus ministre de l'Éducation nationale. Donc il a pointé la responsabilité des ministres socialistes. J'observe en tout cas qu'à l'époque, en 1998, en 2000, en 2002, quand il y a eu des remontées d'informations, aujourd'hui, les mêmes qui reprochent à François Bayrou d'avoir soi-disant couvert quelque chose, ce qui est une absurdité évidemment, ne feront pas les mêmes reproches à ceux qui étaient aux responsabilités. Donc, nouvelle affaire Baudis ? L'important, mais ça peut ressembler à l'affaire Baudis au sens où, dans la mesure où on voit que ça ne prend pas, désormais, on veut aussi salir la femme et puis les enfants de François Bayrou. Le rôle d'Edoui Plenel dans cette affaire. Le plus important, c'est de se dire aujourd'hui, nous avons mis des moyens supplémentaires pour que des actes, même s'ils sont touchés par la prescription, puissent faire l'objet d'enquête et puissent faire l'objet de jugement, parce que c'est ça qu'on doit aux victimes. Mais effectivement, je n'aime pas cette façon de faire de la politique en considérant qu'à chaque fois que quelqu'un prend une responsabilité, on essaye de lui coller une affaire sur la tête. Le rôle d'Edoui Plenel et dans l'affaire Baudis et dans celle-ci. En l'occurrence, on voit bien que c'est Mediapart qui l'a fait. Vous faites un lien probablement à raison entre le fait que l'affaire Baudis, qui avait coûté la réputation et finalement la vie à Dominique Baudis, avait été sortie par la même personne. Par Edoui Plenel, au Monde. Oui. Donc il y a une équivalence, quelque part. En tout cas, je constate que c'est bien le même émetteur qui a essayé de mettre en œuvre la même mécanique de scandale. Alors, l'actualité toujours, on arrive à la fin de l'émission, mais c'est une partie importante. C'est la succession de déclarations de Rima Hassan, qui a notamment affirmé sur Sud Radio, c'était vendredi, que le Hamas a une action légitime du point de vue du droit international, ce qui a conduit Bruno Retailleau à saisir le procureur au titre de l'article 40, considérant qu'il s'agissait d'une apologie du terrorisme. Et puis, s'est ouvert le débat autour de la déchéance de la nationalité française de Rima Hassan. Est-ce que ce débat est légitime ? Déchéance de la nationalité ou pas pour Rima Hassan ? Il faut rappeler que Rima Hassan a tenu des propos qui sont à mes yeux inacceptables. Et qu'en effet, ils peuvent relever de l'apologie du terrorisme. Si un tribunal venait à juger que c'est bien de l'apologie du terrorisme, la question de la déchéance de nationalité pourrait se poser assez naturellement. Puisque vous y êtes favorable ? Je vous rappelle que c'est une Palestinienne née en Syrie et qu'elle a donc la double nationalité, parce que la France l'avait accueillie au début des années... Double nationalité 2010. Française et syrienne. Oui, exactement. Donc la question pourra se poser... Attendez, on précise des choses, c'est important. Les mots ont un sens. Quelle question pourra se poser et de quelle manière ? La question de la déchéance de nationalité pourra se poser si un tribunal considère que elle s'est rendue coupable d'apologie du terrorisme. Et est-ce que vous le souhaitez ? Qu'elle soit déchue de la nationalité française ? Il ne s'agit pas de savoir ce que moi je souhaite. Ouais. Il s'agit de savoir si la France insoumise va continuer à être le déshonneur de la gauche en France. C'est-à-dire ? Au fond, la France insoumise essaye de flirter avec l'antisémitisme en imaginant flatter ainsi l'électorat musulman. Moi, je ne crois pas que l'électorat musulman en France soit antisémite. Moi, je ne crois pas qu'on doit essentialiser les populations. Moi, je ne vois pas, quand je vais dans un quartier, dans une cité, que je me promène en France, je ne vois pas des gens, et je ne les juge pas à raison de leur couleur de peau, ou à raison de leur religion, ou à raison de leur origine.
je ne vois que des Françaises et des Français. Moi, je crois que la France insoumise veut voir avant tout des religions en imaginant que les musulmans seraient leur nouveau lumpenprolétariat demain. On ne fonde pas des stratégies politiques sur le communautarisme. On précise que quelques points concernant Jean-Luc Mélenchon. Il a dénoncé, je cite, par rapport à Rima Hassan, la campagne médiatico-politique contre Rima Hassan qui serait, selon lui, le signal d'une ère de persécution raciste officielle de type pétainiste. En clair, il défend la ligne Hassan, Jean-Luc Mélenchon, sur le Hamas, sur les bébés Bibas qui n'ont pas été assassinés selon elle, ou encore sur l'Algérie qui est la Mecque des libertés. Qu'est-ce que vous répondez à Mélenchon ? Et qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations de Mélenchon ? Moi, je réponds qu'on vit, au fond, dans 1984. Vous savez, George Orwell, ce roman d'Orwell où on essayait de tout transformer, de tout travestir. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon a délibérément un problème avec la vérité. C'est la ligne du parti dans 1984 d'Orwell, c'était la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force. C'est l'inverse de tout. Ouais. À force de tout retourner et d'opérer une inversion des valeurs, on est en train de saper les fondements de la République. Si à chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous le traitez de pétainiste, à chaque fois vous expliquez qu'il est d'extrême droite, quand le Parti Socialiste fait un compromis avec le gouvernement, vous faites apparaître Olivier Faure en photo avec à côté de Marine Le Pen, quand vous voulez tout nazifier, vous finissez par tout dénazifier. Et finalement, plus rien n'a de valeur. Et à force de vouloir oblitérer, abîmer ses adversaires en les traitant d'extrémistes de droite, on fait oublier à la République ce qu'est l'extrémisme de droite. Mélenchon qui a demandé aussi à la diaspora, comprendre aux Français juifs, de protester en solidarité avec les Français. Et il s'agissait de Rima Hassan, donc c'est-à-dire protester en faveur de Rima Hassan, refoulé d'Israël pour son antisémitisme et son apologie du terrorisme du Hamas, sous-entendant ainsi que les juifs de France ne sont pas français, osant même reprendre Mélenchon à son compte le procès de la double allégeance qui a toujours été au centre de la rhétorique antisémite. De quoi Mélenchon est-il le nom ? De quoi LFI est-il le nom ? Le mot de diaspora m'a fait sursauter. Ouais. Parce que quand je vous regarde, Frédéric Aziza, je ne vois pas un juif, je vois un Français. Ouais, quand je vous regarde, je vois aussi un Français. Pareil. Exactement. Nous sommes tous des Français. Ben oui. Et nous adhérons tous aux valeurs de la République, aux valeurs républicaines. Est-ce que Mélenchon adhère aux valeurs de la République, aux valeurs républicaines ? Ou est-ce qu'il est hors de l'axe républicain ? Je crois que Jean-Luc Mélenchon sait parfaitement ce que sont les valeurs de la République et il en a été un très grand défenseur pendant des décennies. C'est lui qui avait d'ailleurs prononcé l'hommage posthume à Charbon en 2015. Et au fond, je pense que parce qu'il est obsédé par le destin présidentiel qu'il se prête, il est en train de jouer avec le feu le plus brûlant. C'est celui de la laïcité, qui est la seule manière de faire vivre ensemble des Françaises et des Français d'opinion, de culture, d'origine et de religion différentes. C'est ça la promesse de la France. Et il est en train, pour essayer, croit-il, de gagner quelques voix, d'abîmer ça. Et je crains qu'en empruntant ce chemin et en adoptant cette dérive, la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, après avoir été la honte de la gauche, deviennent la honte de la France. Dérive anti-républicaine, dérive antisémite ? Mais il y a évidemment une dérive antisémite. Une dérive à la Doriot ? Non, mais il y a évidemment une dérive antisémite. Les propos de Rima Hassan nourrissent toutes les formes d'antisémitisme dans notre pays. Et c'est fait peut-être par conviction et c'est condamnable, c'est fait par calcul et c'est pire encore. Et donc, dérive à la Doriot ? Oui, c'est dommage pour la gauche française que la France insoumise nous permette de nous rappeler qu'une partie de la gauche avait été anti-Dreyfusarde. Moi, je croyais qu'on en avait fini avec cette histoire-là. Et ça nous revient. Oui. L'antisémitisme renaît de nos cendres.
Oui, et puis on le voit même dans les statistiques des agressions dont font l'objet nos concitoyens de confession juive. Il n'y a pas d'antisémitisme dans nos rangs, car on a un député de religion juive et la personne qui s'occupe de la presse qui est de religion juive. Que vous inspire cet argument massu avancé par Sébastien Delogu, le député Delogu de Marseille, pour balayer les accusations d'antisémitisme contre France Insoumise et ses élus? Sébastien Delogu se vante souvent, mais comme pour s'excuser, de ne pas être assez cultivé. On voit qu'il a dû lire au moins Thierry Leluron, qui disait « Regardez, je ne suis pas raciste, mon chien est noir ». C'est pas un argument. Ouais. Je suis pas homophobe. J'ai des amis homosexuels. Je suis pas antisémite parce que j'ai des amis juifs. Voilà. Dernière question. La décision de l'Arcom de fermer C8 est-elle justifiée et justifiable? Que répondez-vous à ceux qui considèrent qu'il s'agit d'une décision politique provenant du pouvoir, donc quelque part de vous? C'est une bien mauvaise politique. Enfin, d'ailleurs, polémique ou politique? C'est une polémique vaguement politicienne, parce que au fond, si le pouvoir politique avait dû décider de fermer une chaîne, ça aurait été une chaîne d'information comme CNews, ça n'aurait pas été C8. En l'occurrence, C8... Vous regrettez que CNews n'ait pas été fermé? Non. Moi, je pense qu'il faut que toutes les opinions puissent s'exprimer. En l'occurrence, il s'agit d'un animateur, Cyril Hanouna. Mais vous regrettez que C8 soit fermé ou pas? Qui a été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises. Il y a eu plus de 30 rappels à l'ordre, et pour des raisons qui étaient assez fondées. Moi, j'ai le souvenir d'une nuit cuisante où, à l'Aravoir, la commune où j'avais été maire, un proviseur a dû être protégé toute une nuit parce qu'une polémique raciste avait été lancée contre lui par Cyril Hanouna en direct à la télé. Donc vous applaudissez cette décision de fermer C8? J'applaudis une chose, c'est qu'on a des autorités indépendantes qui essayent de faire respecter la loi. Et en l'occurrence, moi, je ne crois pas que le rôle d'un animateur à la télévision, ce soit de nourrir des émissions à travers des contre-vérités et de ne jamais prendre en considération les rappels à l'ordre qui sont faits. C'est essayer de signer un contrat dans n'importe quel domaine et pas seulement avec l'Arcom que vous ne respectez pas, à la fin, le contrat est cassé. Donc C8 sans Hanouna, qui a priori va partir dans le groupe M6, ça peut être réautorisé? Bien sûr, demain ils peuvent faire une autre autorisation, mais ce serait même avec Hanouna à C8 si Hanouna respectait le cadre contractuel et la législation qui encadre, et qui encadre d'ailleurs de façon très mesurée et très limitée l'organisation des médias en France. La fermeture de chaîne, c'est pas mesuré et limité, c'est pas rien. Ouais, mais 34 appels à l'ordre et condamnations, ça fait beaucoup. Merci en tout cas, Patrick Mignola, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu ici. Et à dimanche prochain. Merci. Au revoir.